Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue à vous dans cette 4e vidéo du calendrier de l'Avent 2024 sur l'impossible tour de Babel, où nous allons passer en revue les affirmations farfelues du récit biblique. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager la vidéo afin de faire plaisir à l'algorithme, ainsi que de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez participer à aider encore plus la chaîne, vous avez la possibilité de faire un don d'1 euro ou 2 sur ma page Tipeee ou sur mon Patreon. Sur ce, commençons. Contrairement aux autres années, je ne me suis pas appesanti de façon exhaustive sur la lecture du texte, car le passage concernant uniquement la tour et la ville de Babel est en réalité extrêmement court, avec moins de 10 versets. Pourtant, encore une fois, nous avons droit dans le texte à du remplissage avec des généalogies, afin de savoir qui est parent avec qui, etc. Seulement, une fois n'est pas coutume, nous avons droit, comme dans les chapitres 3 et 4 de la Genèse, à une répétition de cette supposée généalogie. Seulement, encore une mauvaise fois, cette répétition ne se fait pas de manière identique. Comme si les deux généalogies avaient été écrites de façon totalement séparée, par des auteurs différents, ou à des époques différentes, et que ça avait été rafistolé en ajoutant dedans un truc pour masquer le tout, le récit de Babel. En pensant véritablement que nous serions assez débiles pour ne pas nous apercevoir de la supercherie. Alors, commençons par regarder ce que nous dit le chapitre 10. Pour rappel, nous savons de l'histoire précédente du déluge que Noé, et sa femme qui n'est pas nommée, ont eu 3 fils, Shem, Cham et Japheth, et que ces 3 garçons sont mariés à 3 femmes dont, là encore, on n'a pas le nom, et ont eu des enfants. Enfin bon, je ne vais pas vous lire l'intégralité du texte parce que c'est chiant, mais je vous affiche ici ce que nous dit le chapitre 10 sur les différents descendants de Shem, de Cham et de Japheth. La structure est toujours la même, qui est que personnage A a eu tant d'enfants, B, C, D et machin, et on reprend ainsi de suite. La structure narrative est cependant, une fois cassée, de façon totalement inexpliquée. En effet, dans la descendance de Cham, on nous raconte que Cush, l'un des enfants de Cham, a eu lui-même 6 enfants. Séba, Havila, Sabta, Rama et Sabtéa. Et oui, je sais, ça fait 5, mais le texte s'arrête là. Puis il nous précise que Rama a eu 2 enfants, Sheba et Dedan. Et on revient un petit peu en arrière, en remontant d'une génération, et on nous dit que Cush a eu également comme fils Nemrod. C'est la seule et unique fois où on revient en arrière dans une généalogie. Clairement, le texte a été rajouté là totalement à l'arrache. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été rajouté plus haut? Je ne sais pas. Le fait est qu'on nous balance ici le nom de Nemrod, qui est totalement mis à part et même mis un peu en avant, afin de nous conter ses accomplissements, à savoir fonder les villes de Babel et une petite dizaine d'autres cités en Mésopotamie. En tout cas, sur le chapitre 10, il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur la généalogie. Mais maintenant, intéressons-nous à ce que nous dit le chapitre 11. On nous dit donc que Shem a eu pour enfant Arpachshad. Jusque-là, on est au courant. Qui lui-même a eu Shelah. Bon. Qui lui-même a eu Héber. Ok, qui lui-même a eu Péleg. Jusque-là, ça va. Et par contre, là, d'un coup, le chapitre 11 part totalement sur un autre chemin, puisqu'il nous dit que Péleg a eu Réou, qui va à son tour avoir Séroug, qui a eu Nakor, Nakor aura Taré, et enfin Taré aura 3 enfants, Abram, Nakor et Haran. Non, il n'y a pas d'erreur, Taré a bien un fils qui s'appelle Nakor, et le père de Taré s'appelle bel et bien Nakor. En gros, le petit-fils a été nommé en hommage à son grand-père. C'est néanmoins pas très pratique quand on parle de différentes personnes dans un texte religieux d'en avoir plusieurs qui ont les mêmes noms. Enfin bon. Haran va à son tour avoir 2 enfants, un garçon nommé Lot, et qui sera important puisque c'est par lui que nous sera racontée l'histoire de la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe, et une fille nommée Milka, aucun rapport avec le chocolat, qui sera mariée à son oncle Nakor. Ouais, les joies incommensurables de l'inceste dans les textes religieux. Quant à Abraham, on nous précise qu'il est marié avec une certaine Sarai qui était stérile. Ces deux-là, vous les connaissez à coup sûr, car leurs noms vont être modifiés lors de leur alliance envers Dieu. Puisque Sarai sera renommée Sarah,
tandis qu'Abraham va voir son nom se rallonger d'une syllabe pour devenir un certain Abraham. On voit donc que, clairement, il y a un problème entre les deux généalogies. En effet, la première est très détaillée, mais ne fait que nous donner des noms pour nous dire que telle ou telle personne est à l'origine du peuple machin ou truc, et ne finit nulle part. En revanche, la deuxième généalogie, celle présente dans le chapitre 11, est-elle beaucoup plus succincte et a un objectif précis. Cet objectif, évidemment, c'est de raccrocher les wagons entre le récit de la fin du déluge de Noé et ce qui va arriver dans la suite du texte avec l'histoire de l'alliance entre le Dieu de la Torah, Yahvé, et son premier petit protégé, Abraham, qui s'appelle pour le moment seulement Abram. En effet, la première généalogie ne s'encombre même pas de nous parler d'Abraham, et elle fait même pire que ça, car elle détaille des pans entiers de la généalogie des enfants de Noé, mais ne parle pas du tout de la branche menant à Abraham, puisqu'elle ne fait que mentionner le nom de Péleg, qui est l'arrière-arrière-grand-père d'Abraham. Alors que pourtant, elle détaille celle du frère de Péleg, le dénommé Yoktan, qui aura 13 marmots listés. Comme on peut le voir, ce n'est pas tant l'incohérence en elle-même entre les généalogies que l'on peut pointer, mais le fait qu'elles soient toutes deux porteuses d'un but bien différent. La première est d'expliquer l'origine supposée des différents peuples de la région, afin d'ancrer la croyance religieuse dans le réel. La logique étant que, puisque le texte dit que ces peuples sont originaires d'une branche de telle personne nommée dans notre texte sacré, et puisque ce peuple existe réellement, alors ce que raconte le texte sacré est vrai à tous les niveaux. Et donc, il est bien sacré. Si vous ne comprenez pas la logique, c'est normal, c'est totalement fallacieux. C'est exactement comme dire que puisque les histoires de Spider-Man se passent à New York, et que New York existe bel et bien, alors forcément Spidey est réel. Non mais la logique religieuse, niveau absurdité, c'est quelque chose de costaud. La seconde généalogie a par contre, quant à elle, pour fonction de servir de justification à ce qui arrivera plus tard dans le texte, faisant ainsi le lien entre le récit d'Abraham, qui n'avait jamais été mentionné avant, et est ici planté tel quel, comme si de rien n'était, et le récit du déluge et de la jeunesse qui l'ont précédé. Mais ce qui est très habituel, c'est que, comme à chaque fois, les généalogies sont balancées de manière totalement gratuite, juste pour tenter maladroitement de faire des liens entre deux histoires qui n'en ont pas. Nous avions déjà vu le cas dans la Genèse, où les chapitres 4 et 5 nous racontent 2 fois de suite la même généalogie mais avec des grosses différences, et là encore, les généalogies sont juste posées pour tenter maladroitement de faire un lien entre le jardin d'Éden et le déluge d'une part, et tout le récit du premier prophète du judaïsme d'autre part. Et encore une fois, le texte reprend la même technique honteuse pour tenter de lier l'histoire de Noé avec l'histoire de Babel. Et au passage, le texte prend la peine de nous balancer comme ça Babel en plein milieu, histoire de faire un lien aussi entre les deux et de casser ces généalogies qui seraient sinon franchement très chiantes. Mais nous allons voir dans notre prochaine vidéo que ce n'est pas le seul gros problème de ces deux chapitres. Voilà, c'est donc la fin de ce 4e épisode du calendrier de l'Avent 2024 sur l'impossible tour de Babel. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.